Le serpent se déplace rapidement, froid, calculé, venimeux. Mais quand vous lui enlevez la tête, il ne se glisse pas. Il a des spasmes, il se débat, puis il meurt. C'est précisément ce qui se passe dans le sud de l'Ukraine. Le front russe est en ébullition, chaotique et paralysé. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine vient de réaliser quelque chose d'incroyable. Une frappe de précision qui a tout changé, et le monde l'a vu se produire en temps réel. Que l'Ukraine a-t-elle détruit lors d'une seule frappe qui a décapité une importante offensive russe ? En guerre, couper la tête signifie souvent éliminer le leadership, le centre de commandement qui maintient la cohésion. Cette stratégie est utilisée depuis des siècles. Sans leadership, une armée perd sa direction et sa capacité à fonctionner. Mais cela se produit aussi avec un autre type de tête dans la guerre, tout aussi crucial. Les ponts sont essentiels au mouvement militaire. Ils relient troupes, munitions et approvisionnement. Les routes, les voies ferrées et les voies aériennes passent toutes par ces points clés, créant les artères d'une campagne militaire. Sans pont, des opérations entières peuvent s'effondrer. Couper les ponts empêche l'armée de se déplacer, se réapprovisionner et se renforcer. L'ennemi est alors laissé à l'abandon, impuissant à avancer. C'est précisément pourquoi les ponts sont souvent ciblés en temps de guerre. Durant la Seconde Guerre mondiale, les bombardiers en piqué allemands Stuka, réputés pour leur précision dévastatrice, ont été parmi les premiers avions à détruire régulièrement des ponts. En 1939, ces avions ont marqué leur empreinte en détruisant des passages vitaux sur la Vistule en Pologne, piégeant efficacement les troupes polonaises et les empêchant de se retirer. La précision des Stuka à bombarder les ponts en piqué depuis de hautes altitudes a mené à leur succès. Ces bombardiers pouvaient transporter une bombe de 1100 livres qui, lorsqu'elle était larguée à 2275 pieds, causait des dégâts catastrophiques aux ponts. Avançons rapidement jusqu'en 1944, et les Alliés, se préparant pour l'invasion de la Normandie, ont effectué des frappes aériennes répétées sur les ponts de la Seine. Le 6 juin 1944, lorsque les forces alliées ont débarqué en France, seul un pont traversant la Seine était encore fonctionnel, témoignant de l'efficacité de ces attaques incessantes. De même, les raids aériens au Vietnam sur le pont Paul Dumas à Hanoï. De 1967 à 1972, les forces américaines ont détruit plusieurs fois des sections du pont, neutralisant son importance stratégique pendant des mois malgré de nombreuses réparations. Pendant la guerre du Golfe de 1991, l'United States Air Force a mené une campagne dévastatrice visant à détruire les ponts irakiens, ciblant notamment les lignes d'approvisionnement reliant Bagdad à Bassora. À la fin de la campagne, 43 des 54 principaux ponts en Irak ont été détruits, paralysant la capacité de l'ennemi à déplacer efficacement fournitures et troupes. Pourtant, malgré tous ces exemples puissants, détruire des ponts est loin d'être une tâche simple. Larguer des bombes et croiser les doigts est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Voici pourquoi. Vus du ciel, les ponts peuvent paraître énormes, mais depuis 20 000 pieds, ils ressemblent à de fines lignes traversant un vaste paysage. Ajoutez des turbulences et du vent, et la précision devient un cauchemar, sans oublier l'aspect construction. Vous voyez, les ponts sont construits pour durer, pour transporter des camions, des chars et même des trains. Nous évoquons le béton armé d'acier et la maçonnerie, parmi les matériaux les plus solides au monde. Quelques coups de bombe pourraient les faire trembler un peu, mais ils tiendront toujours debout. Lors de la guerre du Golfe, même les bombes de précision de 2000 livres peinaient à détruire certains ponts. L'astuce est donc de frapper le pont correctement, pas seulement de le frapper. Pour le faire tomber, vous devez frapper les points vulnérables, souvent sous pression et avec une précision chirurgicale. Même les meilleurs pilotes peuvent échouer, et le pont est toujours là pour se moquer de leurs efforts. Tout aussi important, les ponts ne sont pas forcément accessibles. Plus le pont est stratégique, plus il sera probablement défendu. Donc, pendant que vous tentez de clouer ce pont, les tirs ennemis risquent de rendre la mission bien plus périlleuse. De plus, les ponts actuels diffèrent de ceux bombardés durant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont renforcés avec différents types de fortifications, barrières déployables et composites d'alliage, les rendant presque impénétrables aux attaques. En résumé, plus un pont est crucial, plus il est protégé. Ainsi, en l'attaquant, vous visez non seulement le pont lui-même, mais aussi tout son système de défense. Et ne parlons même pas de ces cas où l'ennemi construit des ponts de fortune en guise de remplacement. Lorsqu'on pense les avoir vaincus, ils se relèvent, prêts à continuer la guerre. Comme la Méduse, couper une tête et deux autres apparaissent. Malgré tous ces obstacles, l'Ukraine a réussi à détruire complètement un pont russe crucial, laissant même les nombreuses têtes de la Méduse impuissantes. Voyons comment les forces ukrainiennes ont réussi un tel exploit remarquable.
Juste une journée ordinaire dans la zone grise près de Lechki, une ville de la maison sur rayon où le bourdonnement constant de la guerre flotte dans l'air. Le pont Konkivski, un passage vital sur la rivière Konka, s'étend sur près de 500 pieds à travers l'eau, reliant la petite ville à un réseau plus large de routes menant à l'île Antonivski. Ce pont est situé à environ 1,86 miles du pont Antonivski, qui a été détruit en 2022. Pour l'instant, tout semble calme à Olechki, mais bientôt le pont Konkivski partagera le même sort que son voisin. Soudain, le silence est brisé par le rugissement d'une frappe aérienne imminente déchirant le ciel. La frappe, précise et mortelle, atteint sa cible. 2 sections massives du pont sont anéanties en une seule explosion dévastatrice. L'air s'épaissit avec l'explosion, envoyant un nuage de fumée enflammée et violent s'élever dans le ciel, un présage vraiment sinistre de destruction. Les sections brisées du pont s'effondrent dans la rivière avec une violente éclaboussure. Les restes du pont se tordent et se retournent, ne laissant qu'un enchevêtrement déchiqueté et méconnaissable d'acier et de béton. Et comme ça, le serpent est mort. Cette décapitation a été bien documentée, avec des images saisissantes capturant l'instant où le pont a été détruit. La vidéo, partagée sur la chaîne Telegram Kherson Not Fake, montre la destruction en temps réel. Comme le mentionne le message, aujourd'hui aux alentours de midi, le pont a été détruit en un instant, le réduisant à néant. La Russie n'a plus la capacité d'alimenter sa machine de guerre dans la région de Kherson. Le pont Konkivski était crucial pour les forces russes, qui tentèrent de se diriger vers la rive droite du fleuve Dnipro. Peu avant la frappe, les forces russes avaient accru leur activité dans la région, essayant chaque jour de pénétrer les territoires contrôlés par les Ukrainiens. Mais avec la destruction inattendue du pont par les Russes, ces efforts sont maintenant compromis. Le meilleur dans tout ça, le terrain en alentour est composé de petites îles, la Russie n'a donc pas de réelles alternatives. Bien que les forces russes puissent essayer d'utiliser des bateaux, cela ne sera pas suffisant pour soutenir les opérations ou faire des avancées significatives. Même Méduse est à court de tête. Il ne devrait donc pas être surprenant que les conséquences pour la Russie soient énormes. Le pont était crucial pour approvisionner les lignes de front en fournitures, munitions et renforts. Suite à sa perte, les forces russes ne peuvent donc plus se ravitailler ou se renforcer rapidement. Dans une guerre d'usure où la logistique est cruciale, c'est un problème majeur. Cette frappe n'est pas quelque chose que la Russie peut réparer aisément. Le pays ne peut simplement jeter un pont provisoire et reprendre ses activités. La reconstruction de cette infrastructure critique prendra du temps et des efforts. Entre-temps, l'Ukraine progressera sûrement. C'est un énorme revers pour les forces russes dans la région de Kherson, les laissant isolés, vulnérables et incapables de progresser comme prévu. Avec cela à l'esprit, cela ne vous surprendra probablement pas d'apprendre que ce n'était pas la première tentative de détruire le pont Konkivski. Le pont, déjà ciblé auparavant dans la guerre, est resté opérationnel pour le ravitaillement russe jusqu'à maintenant, malgré les tentatives de le détruire. Cependant, il est surprenant d'apprendre que la Russie a aussi ciblé ce pont en octobre. 2024, un cas classique du serpent qui se mord la queue. Mais pourquoi? Selon le mouvement partisan Atesh, qui opère dans les territoires occupés par la Russie et fournit des renseignements cruciaux à l'Ukraine, la destruction du pont était liée à la crainte d'une offensive ukrainienne imminente. Le pont de Konkivski a été spécifiquement ciblé par les forces russes, en prévision d'une attaque des troupes ukrainiennes. Un rapport d'une source au sein de la 61e brigade marine des forces armées russes a révélé que les commandants russes avaient reçu à plusieurs reprises des renseignements indiquant que les forces ukrainiennes se préparaient à une offensive sur la rive gauche du fleuve Dnipro. Face à cela, les Russes ont réagi de manière radicale. Selon le mouvement Atesh, les Russes ont placé toutes les unités militaires dans un rayon de 9 miles de la zone, en pleine préparation au combat. Ils se préparaient à une attaque majeure et le pont, voie d'approvisionnement cruciale pour les Russes, était vu comme une vulnérabilité potentielle. Viser le pont était probablement un effort pour empêcher les forces ukrainiennes de l'utiliser pour avancer en territoire russe et limiter leurs opérations dans la région de Kherson. Cette frappe préventive s'inscrivait dans une stratégie globale pour conserver des positions stratégiques et freiner l'avancée ukrainienne. Malgré leurs efforts, la frappe russe n'a pas apporté la sécurité escomptée et n'a même pas réussi à détruire le pont. L'Ukraine leur a donc montré comment faire. Les Ukrainiens ont veillé à ce que le pont soit complètement anéanti, le rendant totalement inutilisable. Aucun compromis, aucune solution provisoire ou temporaire. Cependant, certains rapports indiquaient que cette frappe de mars 2025 avait aussi été menée par les forces russes. Ces allégations émanent surtout d'un activiste ukrainien et d'un blogueur gérant la chaîne Telegram Balou Hub. Dans un post sarcastique, il a commenté que les Russes ont eux-mêmes fait exploser le pont pour éviter d'y faire passer leurs troupes. Maintenant, ils disent à leurs troupes qu'ils ne seront pas évacués parce qu'ils ne savent pas comment. Nous avons peut-être échangé une insulte ou deux dans la traduction, mais le point reste valable.
Malgré le dynamisme de cette version des faits, elle était probablement inexacte. Les forces russes n'avaient aucune raison logique de détruire elles-mêmes le pont Konkievski. En tant qu'occupants de la région, ils utilisaient activement ce pont pour le mouvement des troupes et le ravitaillement, notamment pour repousser les forces ukrainiennes. La destruction de ce pont entraverait directement leurs propres opérations militaires, compliquant le renforcement de leur position. Les images partagées par Baluhub et d'autres correspondent également davantage à une opération militaire ukrainienne qu'à une démolition interne russe. Cela soulève une question cruciale. Comment l'Ukraine a-t-elle détruit le pont de Konkievski? Quelle arme a porté le coup fatal au serpent russe dans la région de Kherson? La vérité est que nous ne le savons pas avec certitude. Cependant, on peut spéculer. Des experts affirment que la destruction du pont de Konkievski a été causée par un avion de chasse ukrainien, ce qui est possible. Les forces ukrainiennes reçoivent maintenant des avions de chasse avancés, comme le MiG-29 et le F-16, les armant avec les bons outils pour le combat. Ces jets pourraient transporter des bombes guidées capables de paralyser des infrastructures critiques comme un pont. Cependant, certains pensent que les Ukrainiens utilisaient des armes plus spécialisées. Il y a des rumeurs que la frappe aurait pu être réalisée avec des armes à longue portée fournies par les États-Unis ou le Royaume-Uni, comme les missiles ATACMS ou Storm Shadow. Le missile ATACMS, avec sa portée de 186 miles, serait un candidat idéal. Sa précision le rend parfait pour éliminer des cibles de grande valeur comme le pont Konkievski. Les missiles Storm Shadow ont une portée d'environ 250 km, leur permettant de frapper avec précision des cibles derrière les lignes ennemies. L'attrait du Storm Shadow réside dans sa capacité de lancement aérien, idéal pour ce type de mission, surtout depuis un avion de chasse. Il est aussi possible que l'Ukraine ait utilisé le HIMARS pour frapper le pont de Konkievski. Après tout, ce système a détruit presque tous les grands ponts de la région de Kherson en 2022, ne laissant intactes que les traversées piétonnes. Les attaques ont isolé les forces russes sur la rive ouest du Dnipro du ravitaillement via la Crimée. Enfin, une autre arme aurait pu décapiter le serpent russe dans la région de Kherson, le Long Neptune. Vous voyez, la destruction du pont Konkievski coïncide avec les rapports du président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon lesquels le Long Neptune a été testé et utilisé avec succès au combat. Bien que les détails restent flous, le timing de ces annonces correspond aux spéculations sur le déploiement du missile, notamment lors de l'attaque du 14 mars sur une raffinerie de pétrole russe à Tuapse, à près de 300 miles des lignes de front. Cette attaque a suivi une intensification du développement du missile et son entrée officielle en service. Avec sa portée impressionnante de 621 miles, le Long Neptune pourrait facilement atteindre les profondeurs du territoire russe. Et bien que Tuapse puisse être sa cible la plus médiatisée jusqu'à présent, les capacités du missile en font un candidat solide pour de futures frappes de grande valeur. Peut-être même une comme la destruction du pont Konkievski. Le Neptune original, un missile anti-navire lancé par camion, basé sur le missile soviétique KAH-35, avait déjà fait ses preuves en coulant le navire amiral russe Moskva en avril. En 2022, le Long Neptune mis à jour a été modifié pour des rôles d'attaque terrestre. Sa portée accrue permet de frapper des cibles autrefois hors de portée, dont les ponts et installations militaires stratégiques. Comme ce missile a été engagé au combat, notamment lors d'une frappe signalée sur une raffinerie de pétrole russe à près de 300 miles, il est plausible que le Long Neptune ait été impliqué dans l'attaque du pont Konkievski. Avec sa précision et sa portée, il serait idéal pour une telle opération. Quelle que soit l'arme utilisée, l'Ukraine a perfectionné avec succès la tactique de ciblage et de démolition des infrastructures critiques, en particulier des ponts. En fait, le pays a été si efficace dans le ciblage des ponts qu'en juillet 2022, les forces russes avaient vu un stupéfiant 305 ponts, soit endommagés, soit détruits. En seulement 4 mois, plus de 300 passages vitaux ont été rendus inutilisables. Avec plus de 28 000 ponts à travers l'Ukraine, les Russes ont maintenant appris à leurs dépens que leur contrôle est bien plus complexe qu'ils ne l'avaient anticipé. Les forces ukrainiennes ont priorisé les opérations de franchissement de rivières, faisant échouer à plusieurs reprises les plans offensifs russes à cause de franchissements ratés. Mais voici le truc, la destruction du pont Konkievski a aidé l'Ukraine de plusieurs façons. Bien que cela ait gravement perturbé la logistique russe, l'impact psychologique sur les troupes ukrainiennes pourrait être encore plus significatif. Pour l'Ukraine, cette destruction a été un regain de morale indispensable, vu l'immense pression subie par ses forces sur d'autres fronts. Mais avec le succès de cette opération, la confiance est revenue. La destruction du pont Konkievski montre que l'Ukraine peut encore avancer malgré l'adversité. La couverture médiatique mondiale de la grève a amplifié son impact. La destruction publique a signalé aux Alliés que l'Ukraine reste capable de réussites militaires importantes, même dans les moments difficiles.
Cette nouvelle confiance pourrait bien permettre aux forces ukrainiennes de recentrer leurs efforts sur d'autres zones critiques, en particulier à l'est, où les forces russes continuent d'avancer. Avec le pont inaccessible, l'Ukraine peut se concentrer sur l'utilisation de ses armes avancées telles que le Long Neptune. Nous venons de mentionner, pour avancer là où c'est crucial. Explorons maintenant un autre angle, plus audacieux mais qui mérite d'être considéré. Le timing de cette frappe pourrait envoyer un message précis, au-delà de l'impact sur la logistique militaire ou le moral. Avec les discussions de cessez-le-feu dans l'air, cela pourrait très bien être la façon de l'Ukraine de dire que nous ne reculons pas. Alors que la Russie s'efforce de saisir un maximum de territoire pour gagner du levier avant toute discussion de cessez-le-feu, l'Ukraine affirme clairement son engagement total dans le combat. La croyance délirante du président russe, Vladimir Poutine, qu'il est sur le point de remporter la victoire, qu'il peut d'une manière ou d'une autre prendre toute l'Ukraine est risible, mais aussi dangereuse. Il a tenté de simuler un dynamisme. Ils veulent forcer l'Ukraine à négocier en position de faiblesse. Quelle meilleure façon de contrer cela qu'avec une frappe bien chronométrée sur un élément clé de l'infrastructure comme le pont de Konkivski. Affirmer que la Russie devra se battre pour chaque centimètre de l'Ukraine est audacieux, mais cela soulève une autre question. Quel pont sera le prochain visé? Si vous avez suivi de près la guerre russo-ukrainienne, vous avez sûrement déjà une réponse en tête. Le pont du détroit de Kertch, également connu sous le nom de pont de Crimée. Après tout, ce n'est pas un pont ordinaire. C'est un symbole de l'emprise de la Russie sur la Crimée. Un lien qui rattache la Russie à son territoire annexé illégalement. Et avec toutes les discussions sur le président américain Donald Trump envisageant de reconnaître la péninsule de Crimée comme russe. Ce pont, ou sa destruction, devient encore plus important. Et l'Ukraine le sait. Kiev réalise que la destruction du pont n'est pas qu'une manœuvre tactique, mais une déclaration. La Russie ne sera pas autorisée à consolider son emprise sur la Crimée, malgré le discours diplomatique ou les changements politiques. Le pont de Kertch représente l'audace de la Russie, ses rêves expansionnistes. Mais l'Ukraine a déjà prouvé à maintes reprises qu'elle a les moyens de transformer ces grands symboles russes de contrôle en décombres. Le serpent de Crimée a échappé 2 fois à l'attaque de l'Ukraine. Le 11,8 miles traversant le détroit de Kertch a été frappé en octobre. En 2022, une explosion a provoqué l'effondrement d'une section de la route. Puis en juillet 2023, des drones maritimes l'ont ciblé, endommageant le pont routier. L'attaque initiale en 2022 a été un tournant, forçant la Russie à repenser sa logistique pour la Crimée. Alors que l'attaque de 2023 continuait à semer le chaos et perturber les opérations russes. Une attaque en 2025 fera-t-elle finalement tomber Poutine pour de bon? Comment voyez-vous la destruction du pont Konkievski et quelles en seront les conséquences selon vous? Ce tournant stratégique de l'Ukraine vise-t-il à perturber le contrôle russe sur Kherson? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous.